Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et c'est la vérité en face ce matin sur un grand thème, la discrimination positive. Peut-elle corriger aujourd'hui les inégalités? Pour en parler, Samuel Fitoussi, bonjour, bienvenue. Vous êtes étudiant à HEC, diplômé de l'université de Cambridge et fondateur du blog satirique La Gazette de l'étudiant. Et puis en face de vous, Mehdi Thomas Halal, bonjour. Je ne sais pas si on dit Thomas ou Thomas. Thomas, voilà, très bien. Haut fonctionnaire de la ville de Paris, maître de conférences à Paris-Nanterre et spécialiste de la discrimination positive. Oui, alors et si on peut décrire déjà ce qu'est la discrimination positive et pourquoi ça a été mis en place, peut-être avec vous, Mehdi Thomas Halal. En fait, ça recouvre des milliers et des milliers de mesures, on s'en doute pas, mais c'est un ciblage sur des publics qui sont, on va dire, discriminés, qui ont un retard dans le développement, dans leur épanouissement, et donc on essaie de combler ce retard et de rétablir l'universalité des droits. Oui, finalement, discrimination positive, ça a remplacé en termes de vocable ce qu'on appelait avant ascenseur social, quoi. Tout à fait. Non, c'est un peu. Tout à fait. Comme il est bloqué, je pense que depuis des années, je pense que la discrimination positive est un outil comme un autre. Après, ça recouvre différents types de mesures. Par exemple, moi, je suis contre les quotas, qui sont brutaux. Et je pense qu'il y a d'autres façons de faire de la discrimination positive en ciblant les jeunes, les seniors, les publics racisés, etc. etc. Et pourtant, aujourd'hui, il y en a des quotas. Il y en a. Sur les femmes, par exemple, dans les conseils d'administration, il faut des quotas, par exemple. Alors, pour les femmes, c'est un peu différent. C'est pas vraiment la discrimination positive parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Et un petit peu quand même. Si on les impose, c'est parce qu'elles se sentent discriminées dans l'entreprise et qu'à un moment donné, il faut les imposer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est la discrimination positive. Oui, mais c'est une communauté. Les femmes ne sont pas une communauté, c'est ça que je veux dire. Ce sont pas une minorité, ce sont la moitié de l'humanité. Oui. Et donc, on est dans une perspective légèrement différente. Oui, c'est ça. Parce qu'elles n'avaient pas accès de la même manière à l'ensemble des postes des conseils d'administration et puis plus globalement en fait au poste de direction. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant la parité en politique et la parité dans l'économie pour les femmes est inscrit dans la Constitution. Oui. Samuel Fitoussi, comment vous voyez, vous, cette discrimination? Avant peut-être de porter un jugement, votre regard par rapport à cette discrimination positive. Oui, si vous voulez, moi, parlez bien près des micros. Ce que je trouve, c'est qu'en fait, on a changé de paradigme dans les dernières années. On est passé d'une justice sociale qui cherchait à combattre la discrimination et les injustices au niveau individuel pour établir l'égalité d'opportunité, à une justice sociale qui cherchait à la combattre au niveau statistique. Mais quand on la combat au niveau statistique, on ne voit plus que des groupes, des masses, et on oublie l'individu. Et de fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'au nom de l'égalité des résultats, c'est-à-dire l'égalité statistique, la parité, etc., on légitime des centaines de milliers d'injustices individuelles. Par exemple, je vous prends un exemple, la loi Rixin, passée en 2021 par le gouvernement, qui stipule qu'à partir de 2027, les entreprises devront avoir 40% de femmes parmi leurs cadres dirigeants. Donc ça part d'une intention vertueuse, mais concrètement, dans les secteurs où il y a moins de 40% de femmes qui candidatent, et il y en a beaucoup des secteurs comme ça va mettre en place... Dans des secteurs plus masculins, vous voulez dire? Dans les secteurs choisis majoritairement par des hommes. Ça va conduire massivement à des dynamiques de discrimination individuelle. Donc autant à la promotion des juniors qui ont travaillé dur à l'école, pas forcément des hommes d'ailleurs, pas forcément favorisés socio-économiquement, qui vont se faire discriminer au profit de femmes parce que l'entreprise aura des quotas à remplir, et au niveau plus tard, par exemple, des hommes de 50 ans qui ont travaillé toute leur vie et qui vont se voir passer devant par une femme simplement parce que c'est une femme. C'est un effet pervers, c'est ce que vous dites, Samuel. Non, c'est pas un effet pervers, c'est le but recherché de ces mesures. C'est assez direct. Oui. Mehdi Thomas Halal, si on revient encore à un moment donné sur cette volonté de mettre de la discrimination positive et l'origine, ça vient aussi, je parlais d'ascenseur social en fait pour la France qui était en panne, mais ça vient beaucoup aussi des États-Unis où on a poussé les curseurs quand même beaucoup plus loin en voulant imposer en fait des groupes ethniques, etc., minoritaires dans des secteurs, quoi. Je pense qu'il y a un modèle républicain de discrimination positive, un modèle continental français fondé sur les critères collectifs, je dirais pas statistiques, mais collectifs, c'est-à-dire l'origine géographique, les statuts sociaux, qu'est-ce qu'a choisi le gouvernement pour favoriser les prépas talents et les concours talents pour l'accès à la haute fonction publique. Il a choisi l'origine modeste. C'est des critères collectifs, alors qu'aux États-Unis, il me semble que c'est les critères individuels qui prévalent.
comme la race, comme le mérite, et c'est pas exactement le même modèle. Même si en France, on y va progressivement aussi, quoi. Je crois pas, je crois qu'il y a un modèle républicain de discrimination positive qui fonctionne assez bien. On le voit dans la politique de la ville. On donne plus de crédits, on donne plus de moyens, on met le paquet sur certains territoires. Ouais, sur certains territoires, Samuel Fitoussi aussi, votre regard? Oui. Non, moi je pense qu'on se dirige, en tout cas la tendance est, on se dirige vers une situation à l'américaine. Ça a commencé par exemple en entreprise avec la loi Copé-Zimmermann en 2011, qui prévoyait 30% de femmes aux instances dirigeantes des entreprises. Donc il y a eu la loi Rexin, et même dans les universités par exemple, je vous prends un exemple, la licence de Polytechnique, parce que maintenant Polytechnique a une licence, cherche à atteindre plus ou moins une parité dans les candidats admis. Or évidemment il y a beaucoup plus de candidats hommes qui choisissent, donc c'est-à-dire qu'à niveau égal, les hommes sont discriminés, et donc le résultat c'est qu'il faut prendre des femmes des moins compétentes qui ont des moins bons résultats et exclure des hommes. Là il ne s'agit pas de groupe ethnique, parce qu'on évoquait comme aux États-Unis les groupes ethniques. Non, mais ça reste un déterminisme biologique, on ne choisit pas son sexe, ou pas encore en tout cas, et donc ça reste une injustice individuelle, et c'est contraire au modèle universaliste français qui ne voit que des individus, qui ne fait pas de différence en fonction des déterminismes de naissance. Or là, on fait ça, on intègre en fait une vision communautariste dans notre manière d'agir, et en fait, moi ce que je pense c'est qu'en faisant ça, paradoxalement, on crée du communautarisme, parce que quand ces catégories sont institutionnalisées comme des catégories à partir desquelles il est légitime de discriminer, les candidats eux-mêmes intègrent cet aspect dans leur identité, et leur identité n'est plus une identité singularité, mais une identité conformité, de rattachement à un certain groupe auquel on les rattache. Alors, pour aller quand même sur cette discrimination positive liée, je reviens au groupe ethnique, on le voit quand même de plus en plus, par exemple dans le monde des médias, au cinéma, dans les publicités. Là, cette fois-ci, on va quand même beaucoup plus loin, quoi. Alors, en mettant c'est une politique de quotas, en fait, de représentation. Pas vraiment, on utilise un paradigme, la diversité. Oui, c'est ça. C'est un paradigme marketing. Bah si, il y a des quotas, puisque dans le cinéma, pardon, je vous coupe, c'est 15% il faut 15% de diversité pour obtenir de l'argent. Je connaissais pas ce critère. Oui, mais c'est ce qui est le cas dans le cinéma. C'est-à-dire que si vous voulez des subventions, il faut que vous puissiez justifier dans les équipes techniques d'avoir 15% de diversité. D'accord, je savais pas. Souvent en entreprise, on utilise le concept de diversité. Qui est plus marketing. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que la diversité crée du réel. C'est-à-dire que souvent on dit oui, la diversité c'est un concept marketing, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est on prend l'arabe de service, on prend le noir de service. Mais en fait, ça crée quand même du réel. C'est-à-dire que ça permet à certaines générations d'arriver à certains postes à responsabilité. Est-ce qu'il faut forcément des lois justement pour faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités? Est-ce qu'il y a un vrai problème d'éducation à la base de famille et d'enfants? Tout à fait. Je ne crois pas qu'il faille des lois. Moi, je suis contre l'inflation normative. Donc, je pense qu'il faut tout simplement des bonnes pratiques, du soft law, etc. pour pouvoir... C'est quoi le soft law pour les... Alors, le soft law, c'est du droit mou en termes péjoratifs, mais ça veut dire convaincre plutôt que obliger. Ça m'a fait aussi. Je rebondis sur le mot diversité, parce que selon moi, même le mot diversité est biaisé. Comment on définit la diversité? La diversité socio-économique, évidemment, elle peut être définie objectivement, et je pense que c'est important d'en avoir. En revanche, la diversité n'a plus ce sens-là aujourd'hui. La diversité, c'est sur des critères raciaux, des critères de genre ou de sexe, et ça, c'est complètement arbitraire. Pourquoi pas avoir plus de petits, plus de gens, par exemple dans certains secteurs de droite, plus de gens de gauche. On a intégré des catégories arbitraires qui sont hommes, racisés, etc. Et en les intégrant, encore une fois, on tourne le dos à notre modèle universaliste qui ne reconnaît pas ces appartenances-là comme étant des appartenances de diversité, qui ne voit pas des communautés. Il n'y a que des individus qui se ressemblent, qui sont tous des Français, et c'est tout. Après, oui, il y a des critères objectifs comme le revenu des parents peut-être pour les étudiants, le revenu tout court plus tard en entreprise, mais être noir, être blanc, être asiatique, etc., ce n'est pas apporter de la diversité. On est français et on tourne le dos au modèle universaliste. Le pluralisme socioculturel, enfin le pluralisme politique en tout cas, est un objectif à valeur constitutionnelle maintenant. Oui, c'est-à-dire, très concrètement. Concrètement, ça veut dire que le Conseil constitutionnel a consacré un principe de pluralisme
qui veut que, par exemple, pendant les campagnes politiques, comme on l'a vécu pendant les présidentielles, on ait un même temps d'antenne pour chaque parti politique. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais si, ça y participe, en fait, à une forme de discrimination positive aussi pour qu'il y ait une représentation, finalement, et de l'égalité, en fait, un peu partout. Parce que c'est l'exemple le plus frappant. C'est-à-dire qu'on accorde les mêmes temps d'antenne dans la dernière période électorale à tous les candidats qu'ils représentent 0,5% des intentions de vote et ce qu'ils ont fait précédemment, ou qu'ils soient à 20%. C'est dans un souci démocratique parce que au sein d'un même parti, on pense pareil. Alors que justement, il ne faut pas faire légitimer l'idée que les Noirs pensent pareil, que les Juifs pensent pareil, que les femmes ont le même regard, etc. Donc justement, il ne faut pas appliquer la même logique aux hommes et aux femmes qu'aux partis politiques. La discrimination positive, une injustice ou un bon outil pour réduire les inégalités, on en parle jusqu'à 10h avec nos invités. Et vous, vos appels, si vous voulez faire part de vos expériences. On le disait en fait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, vous avez parlé des boursiers, bien sûr, ça a été une mécanique aujourd'hui pour accéder en fait aux écoles, et aujourd'hui ça gagne le monde des entreprises dans un tas de secteurs, non plus des boursiers, mais sur d'autres critères qui se mettent en place. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. À tout de suite, 9h45. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et la vérité en face, j'attendais le jingle, pardon. La vérité en face ce matin, la discrimination positive peut-elle corriger les inégalités, Je rappelle nos invités, Samuel Fitoussi est avec nous, étudiant à HEC, diplômé de l'Université de Cambridge et fondateur de ce blog satirique, La Gazette de l'étudiant, et Mehdi Thomas Halal, haut fonctionnaire à la ville de Paris, maître de conférences à Paris-Nanterre et spécialiste de la discrimination positive, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Oui, alors il y a la discrimination positive dans beaucoup de domaines. À l'école, ça prend une certaine traduction où parfois aujourd'hui, c'est vrai, on veut être sur un principe d'égalité. Résultat, on va mettre des élèves plus faibles dans des classes plus avancées pour ne pas qu'il y ait de discrimination. Et on en arrive à baisser le niveau. À baisser le niveau de l'exigence. Vrai ou pas, Mehdi Thomas? Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que l'accès à la formation, à l'enseignement, à l'école, c'est une manière moins controversée que l'accès direct aux ressources, à l'emploi, à logement, etc. Parce que on forme des gens et donc on va leur apprendre les codes, on va leur apprendre les usages, on va leur apprendre les normes. Pour les préparer à exercer les futurs métiers de demain. Oui. Samuel Fitoussi. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Par exemple, si on prend... C'était Alain Finkielkraut qui disait ça, et puis d'autres spécialistes en fait, qui le disent aussi, de l'éducation. Au-delà de l'école, la discrimination positive fait baisser le niveau, parce que la discrimination positive, c'est prendre des candidats qui, sur la base du mérite, n'auraient pas été sélectionnés, et qu'on prend sur la base d'autres choses. Donc par exemple, même au gouvernement, quelque chose qui est accepté par tout le monde, c'est la parité parmi les ministres. Mais de fait, comme malheureusement ou pas malheureusement, je sais pas, il y a moins de femmes en politique que d'hommes, et le niveau du gouvernement est moins bon que si on le faisait sur une base purement méritocratique. Et par exemple, est-ce que vous feriez opérer du cerveau par un chirurgien qui a été choisi sur des critères non pas de mérite, mais ethniques ou raciaux? Non. Alors est-ce que la façon dont la France est gouvernée, ce n'est pas important? Moi, il me semble que si, et je trouve dommage de baisser le niveau de la mettre fonction publique. ce critère, quoi. C'est ça en avant. De mettre ce critère qui a pour effet concret de baisser le niveau de la façon dont la France est gouvernée. Mais la question, c'est de se dire, pardon Patrick, est-ce que c'est pas discriminant, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas discriminant pour les gens justement qui sont ou embauchés ou intégrés dans ces écoles par ce biais-là? C'est extrêmement discriminant, c'est-à-dire qu'ils se sentent encore une fois, que ce soit les femmes ou les jeunes plus fragiles, se dire que on les aide, mais on les aide d'une mauvaise manière peut-être. Bien sûr, ça crée des énormes tensions en entreprise, des entreprises qui ont des quotas. Les femmes, certains employés ne savent pas si elles sont là parce qu'elles le méritent, et il y en a des tas qui le méritent, et celles qui le méritent, du coup, sont défavorisées par rapport à celles qui sont là pour des quotas, parce qu'elles sont toutes mises dans le même panier. Donc effectivement, c'est très dommageable, ça crée des tensions, des guerres entre les groupes, entre les sexes, et encore une fois, on recrée ces catégories en institutionnalisant ces catégories comme des catégories
qu'on peut discriminer positivement. Mais c'est quoi les solutions finalement ? Mehdi Thomas Halal, c'est aussi une manière d'arriver justement à ce que des femmes puissent accéder. Alors là, en l'occurrence, on parle des femmes, quoi, à des postes, quoi. Alors qu'auparavant, il y avait des blocages. Quoi, je reprends le titre du dernier ouvrage de Michael Sandel, La tyrannie du mérite. Ouais. Je pense que le mérite, ça doit être corrigé. C'est pas une philosophie parfaite, et je pense qu'il faut. C'est-à-dire, alors corriger. C'est intéressant en fait. Pour plus de justice sociale, il faut arriver à ce que le mérite ne fasse pas de la reproduction et rétablir l'ascenseur social. Pour vous citer les femmes, c'est vrai que elles apprennent sur le tas, et donc si on leur donne pas accès aux postes à responsabilité, elles apprendront jamais. Donc c'est une façon de. Mais elles ont accès au poste. Justement, elles ont accès au poste. En France, il faut sortir de ce narratif selon lequel les femmes seraient discriminées. La discrimination en entreprise est interdite dans la loi de salaire depuis 1983. Les femmes ne sont pas discriminées, ou en tout cas pas. Elles l'ont été. Elles l'ont été, bien sûr. Vous êtes jeune, étudiant, etc. Elles l'ont été dans le passé. La discrimination existe au niveau individuel, mais elle n'existe pas de façon systémique dans le pays. Et par exemple, on dit que la parité devrait être un but en soi, ou la diversité. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et par exemple, il y a beaucoup d'études, pour prendre le thème des hommes et des femmes, qui montrent que plus un pays se développe et plus un pays devient égalitaire, en tout cas, plus la liberté des femmes est acquise, plus les femmes et les hommes prennent des rôles genrés dans la société. Ouais. Par exemple, il y a des études qui montrent que en Algérie, aux Émirats Arabes Unis, en Albanie ou en Iran, il y a plus de femmes dans les métiers du STEM, ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, que par exemple dans les pays scandinaves. Ouais. Donc en fait, pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que les femmes en moyenne, pas toutes évidemment, mais en moyenne préfèrent les sciences sociales et la littérature, et cela quand bien même elles seraient meilleures, quand elles sont meilleures que les hommes en maths, parce que souvent elles n'ont pas les mêmes intérêts, et aussi parce que dans les pays plus développés, on n'a pas le critère économique est moins important, donc on fait ses choix de métier sur la base de ses envies plutôt que pour des raisons économiques. Donc en fait, rien ne prouve, rien ne justifie l'idée que parce qu'il y a une différence statistique dans un domaine, la cause en est la discrimination, plutôt que les aspirations individuelles différentes des gens. Et si on entérine l'idée que la parité doit être un but, en fait, ce qui nous embête, on en finit par dire que ce qui nous embête, c'est la liberté des gens. Et donc on entre dans un engrenage très autoritaire où on va faire en sorte que les gens ne fassent pas les choix qu'ils font librement, et on va imposer par le haut une certaine normativité. Par rapport aux sciences que vous avez évoquées, aujourd'hui on a à la tête du pays, en fait, en tout cas du gouvernement, une polytechnicienne. Elle a dit qu'elle voulait quelque part être un exemple aussi pour les petites filles, quoi. C'est vrai que les métiers de la technique, globalement, de la technique, attirent beaucoup moins les filles. Donc on ne va pas non plus les forcer, en fait, à aller vers ça. Mais peut-être que c'est parce qu'elle sentait qu'il y avait comme une chape, un plafond de verre, Mehdi Thomas Halal, non ? En tout cas, la méritocratie telle que la défend Samuel Fitoussi, elle promeut des inégalités et elle promeut des disparités qui nous sont inacceptables. Moi, je regarde le domaine de la haute fonction publique. Ouais. Arriver à un certain niveau de responsabilité, c'est le désert. Vous avez aucun membre issu des minorités. Pourquoi ? Aucun noir, aucun arabe. Oui, mais alors c'est peut-être aucun aussi asiatique. Parce que... Non, mais c'est peut-être parce qu'il y a un manque de vivier. Il n'y a pas le vivier nécessaire. Bah voilà, c'est ça. Il faut aller dans les quartiers, etc. Mais excusez-moi, à aucun moment, personne se demande si effectivement la confiance n'est pas remise en cause. Parce qu'on dit souvent que les femmes n'accèdent pas à ces postes-là parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, et elles se disent, même si elles ont les capacités, qu'elles ne peuvent pas pourvoir les choses. Peut-être que c'est aussi le cas des minorités, peut-être que c'est aussi le cas des banlieues, de se dire, je suis dans une banlieue, voilà. C'est peut-être remettre aussi de la confiance au sein de tout ça, plutôt que de mettre des quotas, de pouvoir dire à ces gens-là, ou à ces femmes, allez-y, postulez, parce qu'on dit que les garçons postulent, même s'ils n'ont pas les compétences, ils vont jusqu'au bout, ils ont raison de le faire, et que les femmes, justement, se restreignent, et peut-être aussi que l'ensemble de ces gens se restreignent en disant peut-être que j'ai pas les capacités, et c'est aussi remettre de la confiance dans le pays. Alors il y a des techniques pour ça. Moi je suis membre du club du 21e siècle.
j'ai un menti, donc je parraine, je coach des jeunes entrepreneurs, notamment issus de la tech, et voilà, je leur donne accès à mon réseau, je leur donne confiance en eux, je les pousse à... Mais j'ai pas l'impression de dire des conneries. Ah non, c'est juste, je suis tout à fait d'accord. Mais Ouais. je pense mais ça passe. Non, mais c'est vrai. Après, c'est un constat qui est facile à faire. Mais en revanche, il faut avoir des techniques en fait derrière pour pouvoir mettre des choses en place. Quoi. C'est ce que vous disiez. Quoi. Oui, il faut des structures. Oui, il faut des structures. Mais Samuel Fitoussi. je pense qu'il ne faut pas non plus... En fait, dans le passé, il y avait clairement des constructions sociales qui imposaient aux femmes de ne pas travailler. La réussite pour une femme, c'était de fonder un foyer, de fonder une famille, etc. Dans les années 60-70, avec les penseurs Foucault, etc., il y a eu on voulait déconstruire cet ordre social imposé par le haut, de façon normative par le gouvernement et les dominants, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est de recréer en fait une construction sociale où la réussite ne pourrait venir que par la réussite professionnelle, où le bonheur dans la vie, en fait, on impose l'idée que c'est d'être au comité exécutif d'une entreprise du CAC 40. Or, ce n'est absolument pas ça. Et quand Elisabeth Borne dit qu'elle veut que les jeunes femmes, les jeunes filles suivent leurs rêves, implicitement, il y a l'idée que le rêve des jeunes femmes, ça doit être de devenir première ministre ou de devenir PDG d'entreprise dans le CAC 40. Tout simplement oser quoi. On peut fonder un foyer. Évidemment, mais il faut militer pour que les gens soient le plus libres possible, mais il ne faut pas imposer ses propres critères de réussite à la société entière et évaluer l'égalité homme-femme en fonction de ces critères-là qu'on a imposés et qui sont en fait les critères de 3-4% des Français qui ne concernent pas la grande majorité des Français. On a terminé en fait l'émission. On pourrait continuer. On refera évidemment et on vous invitera de nouveau autour de cette discrimination positive qui est un thème particulièrement intéressant. Merci d'être venu ce matin, Mehdi, Thomas Halal, Samuel Fitoussi. On retrouve la Gazette de l'étudiant. C'est un blog satirique.